Bonjour et bienvenue sur ma quatrième vidéo de test de la Ronsen CCF810, la montre cardio GPS d'Epson. Aujourd'hui, un petit point sur l'altitude et les GPS, la suite et la fin je l'espère par rapport à la vidéo précédente. Dans un monde idéal, les signaux GPS arrivent directement sans perturbation jusqu'à votre Ronsen CCF810. À partir de la position de 4 satellites, j'en ai mis que 2 pour simplifier, la montre calcule sa position par triangularisation en estimant sa longitude, sa latitude et également son altitude. Mais en réalité, en milieu brouillé, par exemple ici avec des immeubles, les signaux GPS sont perturbés, ce qui modifie le temps de parcours et donc la position estimée de la montre par rapport au satellite. Dans le cas présent, le temps de parcours est rallongé, la montre croit être à une position beaucoup plus éloignée des satellites, ce qui donne une altitude incorrecte. En longitude et en altitude, on peut estimer l'erreur de quelques mètres. En altitude, elle peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, jusqu'à 50. Sur un parcours plat, par exemple, on peut avoir des variations de l'ordre de 0 à 10 mètres, en positif ou en négatif, ce qui donne une élévation positive de 55 mètres et une élévation négative de moins 35 mètres sur cet exemple. Première solution, appliquer un lissage, c'est-à-dire une pondération sur des points par rapport au point sur lequel on est. Donc on fait un lissage sur 3 points, sur 5 points et ainsi de suite. En prenant 3 points et en appliquant une petite pondération, les jeux de valeurs sont ainsi modifiés. La déviation positive passe alors à 40 mètres au lieu de 55 et la déviation négative passe à moins 20 mètres au lieu de moins 35. La seconde solution, c'est d'appliquer un seuil. En fait, sur un terrain plat, on peut estimer par exemple que l'altitude ne peut pas varier de plus de 3 mètres. Ce qui fait qu'en plus de lissage, on peut ne pas tenir compte des valeurs supérieures à 3 mètres. Ainsi, sur l'exemple précédent, la déviation positive passe à 13 mètres et la déviation négative passe alors à moins 5 mètres, ce qui est quand même beaucoup plus proche de la réalité que les 50 et quelques mètres qu'on avait au départ. Mais la plus grosse source d'erreur sur les signaux GPS reste l'atmosphère. Je vous renvoie à Réflexion, le site de vulgarisation scientifique de l'Université de Liège, avec un très bon article sur les signaux GPS qui font fausse route, et qui nous montre effectivement que l'atmosphère impacte la transmission des signaux satellites, que ce soit la télé ou les GPS. Et des 4 couches qui composent l'atmosphère, troposphère, stratosphère, mésosphère, et la plus haute, la ionosphère, c'est la ionosphère qui a le plus gros impact. Cet impact se traduit par des variations de phase et des variations de code qui sont alors ralenties ou accélérées, ce qui impacte le signal GPS en donnant des variations d'altitude de 1 à 50 mètres. Ces variations varient en fonction de la température, en fonction du jour, de la nuit et ainsi de suite, ce qui explique que d'un jour à l'autre, sur le même parcours, on ne suit pas forcément le même chemin en empruntant la même route, en tout cas pour le GPS. Et pour finir, un petit point sur les mesures. Lors de la dernière vidéo, je vous avais montré que un fichier de trace GPX pouvait être ouvert dans Excel. En faisant cela, on a les temps de mesure. Et on voit que les mesures ne sont pas consécutives à intervalles égaux. En effet, si on rajoute des formules et qu'on filtre, on voit que pour chaque minute, on a un nombre de mesures différents. Par exemple, à 11h33, j'ai 21 mesures, à 11h34, j'en ai 4, qui est le minimum pour ce fichier. Et à midi 17, j'ai 32 mesures qui est le maximum. Sur cette trace, j'ai donc en moyenne 18 mesures par minute. Il est dommage que le fonctionnement ne se fasse qu'en mode Smart GPS et qu'on ne puisse pas définir nous-mêmes l'intervalle de mesure par exemple toutes les secondes. Voilà, à bientôt pour ma prochaine vidéo qui sera donc, pour rappel, un j'aime pas.